Bonjour à tous. Je vais vous présenter quelques espèces que j'ai rencontrées au cours de l'année précédente, en 2024. Je vais parler de mycologie urbaine, de mycologie alpine, de mycologie forestière aussi. Il va y avoir pas mal de basidiaux, pas mal d'asco aussi. J'espère que c'est une présentation qui vous plaira et il y a toutes les sources qui ont été utilisées pour la présentation qui seront mises à la fin du diaporama. Donc, j'ai commencé l'année assez tard, déjà en été. Et je suis retourné sur la forêt de Dèvres, dans le Boulonnais, que j'apprécie beaucoup parce qu'elle contient énormément de biotopes différents. Et là, en plein été, il faisait déjà très chaud, il y avait peu de champignons. Et donc, je me suis arrêté sur ce petit champignon, cette petite espèce omphaloïde qui poussait dans les denses amas de mousse du genre Tudium, dans une parcelle plantée de pins, de glace et de bouleaux. C'est une parcelle qui est du coup localement acide. On a un chapeau ici qui est déprimé, légèrement strié par transparence, et on a des teintes un peu rosées, le chapeau il est pâle. Sur le terrain, j'ai pas trop d'idées, je pense à une Arenia ou un Ekenella, j'ai pas trop d'idées, je connais mal ces genres, donc je me dis que je vais les travailler plus tard. J'ai pas de microscope avec moi, j'ai fait sécher les champignons et j'ai repris les exicatums par la suite pour les retravailler. Et là, je me suis rendu compte que les exicatums, ils n'avaient plus du tout les mêmes teintes que le champignon frais. Les basidiums, ils ont vraiment foncé, on est plus dans des teintes brun-jaune, on n'aurait pas dit que c'était le même champignon. Et dès que j'ai fait la première préparation au micro, le genre m'a sauté aux yeux, parce que là, avec ces spores polygonales, on a effectivement un champignon du genre Antholoma ici. Voilà. Et des antholomes à lame décurrente, il n'y en a pas beaucoup. Pourtant, cette espèce, ça m'a quand même donné un peu de fil à retordre pour deux raisons. La couleur sur l'état frais de ma récolte, en fait, j'ai des spécimens qui sont assez pâles pour l'espèce. D'habitude, dans la littérature, ils sont plus représentés avec des teintes un peu plus foncées, dans le style de l'exicatum, la plus brun-jaune. Et deuxième chose, c'est que j'ai eu vraiment du mal à mettre en évidence la présence de cystides sur l'arête des lames. Les cellules que vous voyez à droite, cylindriques, très longues par grappe, là. Sur un des deux spécimens, j'ai constamment eu un fil d'arête de lame qui était entièrement stérile, comme vous pouvez voir à gauche, avec une belle rangée de basiles. On voit bien les stérigmates qui sont dressés sur les cellules. Donc malgré tout, j'ai abouti à l'identification de ce champignon qui s'appelle Antholoma rhodosilix. Voilà. C'est une petite espèce qui apprécie les milieux moussus et acides. Donc, je l'ai récoltée dans son milieu typique de pousse. Et c'est une espèce qui est plutôt négligée et méconnue que rare. À savoir que j'ai eu l'occasion par la suite de rechercher dans la nouvelle monographie du genre Antholoma qui a 2-3 ans. Et il est avéré maintenant dans le genre Antholoma que la valeur taxonomique de la nature de l'arête des lames est mineure. C'est-à-dire qu'un même champignon, un même antholome, peut fabriquer des fructifications avec des cystides d'arête et d'autres fructifications sans ces cystides. Et c'est le cas pour cette espèce Antholoma rhodosilix. Donc voilà, c'est vraiment pas simple. Il faut vraiment avoir de la littérature très pointue et très à jour pour arriver au mieux à une détermination correcte. La couleur est quand même incroyable. Ouais, moi ça m'a vraiment dérouté. Ouais. Écoute, j'ai fait l'analyse biomoléculaire et je tombe vraiment sur Antholoma rhodosilix. Donc là, on est toujours dans la forêt de Dèvres, dans une parcelle, donc on n'est plus du tout dans le même milieu, là on est au bord d'un petit ruisseau qui est bordé d'aulnes et de charmes. Le terrain est argileux, la terre est assez grasse, assez humide, et la terre a été retournée récemment par les sangliers. Donc là, on a un asco là, en forme de disque bien aplani. C'est une petite espèce, ça ne fait pas plus de 3 cm de diamètre. Et on a juste la marge qui est un peu relevée. On a des teintes à chaque fois brun-rouge. Le spécimen jeune là en haut, il a des teintes plus rouges. Et le spécimen en bas, qui est un peu plus mature, il a des teintes plus brun-pourpre. Et René, il avait déjà parlé du groupe des Pésis rouges en février dernier. Donc il avait déjà dit que c'était indéterminable en macro. Et là, même combat, on est obligé d'utiliser le microscope pour arriver au nom de ce champignon.
Donc on étudie les spores. On a ici des spores qui sont elliptiques, bigutulées, et qui sont assez grandes pour le groupe. On a 18 micromètres à peu près de long. Et la paroi de la spore, elle est remarquablement ornementée. Donc on a des verrues isolées qui donnent un aspect pustuleux à la spore. Et ces verrues, on a en mélange des verrues coniques avec des verrues beaucoup plus arrondies. Et donc ça, c'est assez typique de cette espèce qui s'appelle Pezisa depressa. Donc Pezisa depressa, elle fait partie du même groupe que Pezisa sacardana qui avait présenté René en février dernier. Et c'est une espèce qui est estivale et pas fréquente. Elle est un peu plus fréquente quand même que Sacardana. Sachant que c'est une Pésise au sens large, mais c'est toujours une Pésisacée. Mais depuis le démantèlement du genre Pezisa en 2020, c'est plus une Pezisa au sens strict. La morphologie macro, micro et les analyses moléculaires font que ce champignon, il faudrait plutôt le classer dans le genre Legalliana. Mais pour l'instant, ce groupe est encore en étude et les spécialistes attendent plus de récoltes et plus de données pour clairement recombiner ce champignon. Donc pour l'instant, il faut continuer de l'appeler Pezisa depressa. Il va peut-être changer de nom du coup dans les années qui viennent. À la fin de l'été, j'ai pas eu trop le temps pour aller en forêt et donc je me suis cantonné à aller faire de la mycologie dans les parcs urbains et les parterres urbains. Et ici, on a une espèce pleurotoïde qui est assez charnue et qui poussait sur un tronc de merisier à terre. Alors, c'est une espèce avec des teintes plutôt pâles, beige grisâtre. Sur le chapeau, on a des lames qui sont serrées, qui sont décurrentes, mais pas trop sur le pied. Un pied qui est toujours extrêmement court ou inexistant et qui est le plus souvent latéral. L'odeur sur le terrain, c'était plutôt faible. Cette espèce, elle peut avoir aussi une odeur un peu anisée. Alors, c'est un pleurote ici. C'est un pleurote qui poussait sous 30 degrés à l'ombre, en plein été, dans une forêt, un bois plutôt clair, très lumineux. Et il s'agit ici de Pleurotus pulmonarius, donc le pleurote d'été. C'est une espèce qui est voisine de Pleurotus ostretus, qu'on connaît bien, le pleurote en huître, mais qui lui est généralement beaucoup plus foncé et qui pousse beaucoup plus tard dans la saison. Il pousse en fin de saison, voire il est hivernal. Donc voilà. La plus grande confusion qu'on puisse faire avec cette espèce, c'est avec Pleurotus cornucopiae, qui est un autre pleurote qui généralement a un stipe beaucoup plus central et qui sent beaucoup plus fort et qui a un pied qui... les lames descendent beaucoup plus bas sur le pied, formant une sorte de réseau mal formé. Donc ici, Pleurotus pulmonarius. C'est une espèce qui est très cultivée. C'est même possiblement le champignon le plus cultivé du monde, en raison du fait qu'il pousse par des températures très chaudes. Il fructifie très bien sous 25 degrés, et donc il est très cultivé, très propice à la culture en Afrique par exemple. Ici, on est dans un parterre urbain, dans les copeaux de bois de type BRF. Voilà. On a un champignon qui est très élancé. Et les jeunes ont un chapeau avec des teintes beige-ocracées uniformes. Ce beige-ocracé n'est plus visible que sur le disque chez les spécimens plus âgés. Ce qui est remarquable chez cette espèce, c'est le voile qui est entre la marge du chapeau et le pied. On le voit très bien sur les spécimens jeunes, sous forme de petits triangles qui pendent à la marge du chapeau, et qui peuvent laisser une zone annulaire aussi sur les jeunes spécimens. Ce voile il a complètement disparu chez les spécimens âgés. Alors comme c'est une station qui est vraiment pas loin de chez moi, j'ai pu prélever un spécimen, faire une sporée, et puis revenir faire une photo le lendemain pour avoir cette photo. Et du coup, on a une sporée qui est noirâtre, des lames qui sont non libres, elles sont amenées légèrement décurantes, donc on a une Strophariacée ici. Donc les faces des lames sont beaucoup plus foncées que l'arête. L'arête, elle est presque blanche. Ça, c'est parce que les spores ont coloré les faces des lames qui sont fertiles, et pas l'arête qui, elle, est stérile. Au micro, ça se vérifie. On a une arête qui est entièrement constituée de cellules cylindriques, comme on voit à gauche, qui sont des cystides, donc des cellules stériles.
On a des spores ici qui sont bruns, un peu violacés, avec une paroi épaisse et un pore germinatif. Ce sont les petites taches qu'on voit ici. Ce pore germinatif, il est un peu remarquable parce qu'il est excentré. Il est un peu dorsal, parce qu'il remonte un peu sur la partie dodue de la spore. Donc tout ça, en fait, ce champignon, les spécialistes ont eu du mal à se mettre d'accord pour le ranger dans un groupe. Il y en a certains qui l'ont classé dans les Stropharia, d'autres qui l'ont classé dans les Psilocybés. Et maintenant, avec la biologie moléculaire, on sait qu'il fait partie d'un clade proche mais distinct qui correspond au genre l'Erasiomyces. Et donc on a l'Erasiomyces percevali ici. Alors l'Erasiomyces percevali, c'est un champignon qui est voisin d'une espèce qu'on connaît de mieux en mieux et qu'on rencontre maintenant un peu partout dans les parterres à Paris, qui s'appelle l'Erasiomyces ceres, qui est ici, voilà, qui est un champignon que je trouve moi très photogénique. C'est le même genre. Ce l'Erasiomyces ceres, il est originaire d'Océanie, hein, ça a été confirmé. Et il est en expansion en Europe. Donc c'est l'Erasiomyces percevali et l'Erasiomyces ceres, ils ont été considérés comme des espèces invasives en Europe. En fait, c'est plutôt que leur niche écologique est de plus en plus grande, parce que les nouvelles techniques d'aménagement urbain popularisent l'ajout de copeaux de bois dans les massifs de fleurs, ce qui fait que voilà, c'est une nourriture que c'est l'Erasiomyces qu'ils adorent manger, donc c'est normal qu'on les retrouve de plus en plus. Dans les mêmes copeaux de bois de type BRF, donc toujours à Paris, on retrouve là un tout petit asco. Voilà, c'est un tout petit, il fait jamais plus de fructification grégaire, jamais plus de 2000 mètres, avec une marge qui est toujours bien marquée et des teintes jaune olivâtre. On n'a jamais de petits stipes, voilà. Et là, en fait, juste sur cette photo, c'est pas évident si on ne connaît pas le genre, mais on sait déjà dire macro que ce champignon n'est pas mûr. Alors, pour étudier ce champignon, il faut le faire mûrir, donc on prend un peu de récolte, et puis on le met dans une petite boîte humidifiée, et on le laisse à température ambiante plusieurs jours. Et là, et voilà le résultat. On a du coup à gauche deux photos, donc la même photo qui a été prise à 24 heures d'intervalle, et on voit que l'hyménium, il a complètement noirci sur l'image en bas à gauche. Voilà, donc ça c'est dû au fait que les spores immatures sont lisses et incolores, et les spores matures sont ornementés et colorés en brun violacé. Là, sur l'agrandissement à droite, vous pouvez voir comme des petits points sur l'hyménium. En fait, là, c'est juste qu'on voit en vue d'avion les asques émergents qui sont remplis de spores matures et prêtes à être éjectées. Et donc là, ça, c'est typique, ces caractéristiques-là, c'est typique du genre Ascobolus, qui est un ascomycète cupuliforme. Chez les Ascobolus, donc les spores, les voilà. Hein. Chez les Ascobolus, c'est très important de mesurer précisément les spores et de bien regarder leur ornementation. Donc on est obligé de travailler sur sporée parce que on ne souhaite observer que des spores matures et expulsés activement. Donc là, on a des spores qui sont striés longitudinalement avec à peu près 12 stries sur la surface. Et pour la détermination, il faut aller comparer l'ornementation de la spore avec les dessins de la monographie de Van Wevelen, qui fait toujours référence aujourd'hui. Je vous ai mis juste à gauche une coupe pour bien voir l'exipulum qui est coloré. C'est lui qui donne cette couleur jaune olivâtre à l'apotécie. L'hyménium, lui, il est incolore. Les spores sont noirs. Donc ce champignon, il s'appelle Ascobolus crenulatus. C'est un champignon qui est plus inaperçu que rare, hein. Il est assez fréquent. C'est un champignon qui peut être coprophile, qui pousse sur des milieux souillés. Là, comme le parterre urbain, il était souvent visité par des chiens, c'est pas étonnant qu'on le retrouve. Voilà, donc c'est une petite espèce qui est assez photogénique aussi. Et là, toujours dans un parterre urbain, donc en plein Paris, on retrouve ce petit champignon là qui est tout petit, qui passe assez inaperçu, mais qui est très joli. Donc moi, sur le terrain, j'ai pensé direct à un petit marasme tropical. Il poussait en troupe sur des feuilles mortes.
C'est un champignon qui est très évanescent parce que j'ai voulu revenir sur le terrain 24 heures après pour faire de meilleures photos et puis les fructifications étaient déjà évanouies. Il pousse vraiment juste après des bonnes grosses pluies. On a un pied qui est filiforme, des lames, donc il y en a une douzaine qui sont blanches et bien formées, sans colarium. Et ce qui est important pour ce champignon, c'est deux choses. La première, c'est l'écologie, et la deuxième, c'est la structure de l'arête des lames. Donc l'écologie, c'est un champignon qui pousse sur des arbustes à feuilles persistantes, des familles Oléacées, Myrtacées ou Eucalyptacées. Donc ça pousse sur des feuilles mortes tombées à terre. Et pour la deuxième chose, la structure de l'arête des lames, c'est un champignon, quand on fait une préparation d'arête, on voit qu'elle est constituée de deux types de cystides. On voit un premier type qu'on dit l'agéniforme, ce sont les sortes de bouteilles de Perrier que vous voyez là et là. Et elle est constituée d'un second type qu'on appelle des cystides en brosse. Donc ce sont les cystides beaucoup plus globuleuses, là qu'on voit avec des excroissances un peu comme ici. Voilà. Donc ces deux types de cystides en mélange, ça mène à cette espèce qui s'appelle Cryptomarasmus corbariensis. Alors c'est donc Robert Kuhner, quand il a travaillé sur la classification du genre Marasmus, il a créé la section hydrométrique pour aller ranger cette espèce. Aujourd'hui, avec la biologie moléculaire, on sait que ce champignon n'est plus un Marasmus, et c'est même plus une Marasmiacée. En fait, c'est une Physallacriacée. C'est-à-dire que moléculairement, ce champignon, il est plus proche des Armillaria et des Flammulina que du marasme petit trou. Et les scientifiques donc, ont créé en 2014 un nouveau genre qui s'appelle Cryptomarasmus, dénotant le fait que sans les analyses ADN, on aurait continué à appeler ce champignon Marasmus parce que morphologiquement, il est très très similaire à un Marasmus. Donc c'est une espèce qui est plutôt méditerranéenne, qui pousse dans les climats chauds. C'est assez déroutant de le voir en plein Paris. Mais il y a une phrase de René Challenge, entre autres, que j'aime bien et que je réutilise, c'est que quand il y a les arbres, il y a tout le cortège qui vient avec, généralement. Donc si l'osmanthus il se plaît bien à Paris, il n'est pas étonnant que tout le cortège se plaise bien aussi. Donc ensuite, en fin d'été, j'ai eu la chance de participer à la session de mycologie alpine organisée par l'association ascomi7.org pour aller inventorier sur les hauteurs de Chamonix. Donc c'était principalement pour aller inventorier des ascomi7, comme son nom l'indique. J'étais en compagnie d'experts comme René Dougou, Nicolas Van Voeren, Jean-Paul Priou, entre autres. Et voilà, c'était super de pouvoir herboriser dans des superbes paysages comme ça. Moi, j'ai trouvé ça super. C'est la première fois que j'allais aux champignons en téléphérique. Donc voilà, c'était très sympa. Donc je vais vous présenter quelques espèces que j'ai récoltées pendant cette semaine-là. Tout d'abord, on a un champignon ici qui forme des petits disques de 2-3 mm de diamètre qui sont rouges écarlates. Sous la loupe, on voit qu'on a des poils sur la marge qui sont bruns et effilés. Là, vous avez reconnu un champignon du genre Scutellinia, voilà. Macroscopiquement, ça se reconnaît bien. Après, pour aller à l'espèce, dans ce groupe-là, c'est vraiment hasardeux, voire impossible de mettre un nom sans avoir vraiment étudié les spores. On peut quand même déjà remarquer que les poils sont très courts ici. Pour les Scutellinia, il y a des Scutellinia dont les poils de la marge peuvent atteindre le centre de la pothétie. Alors les spores, les voici. Alors à chaque fois, on est obligé de faire une double préparation de sporée. On prend un peu de sporée, on la met dans l'eau pour aller mesurer les dimensions de la spore, et on prend un peu de sporée pour aller la mettre dans le bleu coton pour aller regarder l'ornementation. On ne peut pas mesurer les spores dans le bleu coton parce que le bleu coton il est létal pour les cellules et ça les déforme. Donc on est obligé de prendre les dimensions dans l'eau. Et donc là, on a des spores qui sont elliptiques. Et tout de suite, on remarque qu'elles sont très grandes pour le genre. Elles font 25-26 micromètres de long. Et on voit qu'elles sont 2 fois plus longues que larges. Ça, c'est vraiment déjà discriminant pour le genre. Ensuite, on voit que l'ornementation est constituée de verrues qui sont reliées en crête. Effet encore plus remarquable, qui n'arrive pas souvent, c'est que si on fait une préparation dans un bleu coton chauffé, on voit que la paroi de la spore, ce qu'on appelle le périspore, se dilate, se détache, et on voit maintenant l'endospore qui flotte dans sa propre paroi. Et
On peut même voir là en bas à droite que c'est bien le périspore qui contient l'ornementation de la spore en surface. Donc ça, toutes ces caractéristiques-là, ça mène au nom de ce champignon qui s'appelle Scutellinia mirabilis. Alors, Scutellinia mirabilis, c'est une espèce qui est typique de la zone alpine, hein, qui pousse en fin d'été, comme ici. C'est un champignon dont j'ai eu du mal à évaluer la fréquence, parce que c'est dans le fichier des espèces d'Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, il n'y a que 2 recensements, mais cette espèce ne fait pas partie de la liste rouge des champignons d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc j'ai un peu du mal à savoir s'il est rare ou pas. C'est un champignon voilà, si on a étudié les spores, en fait, c'est assez remarquable. On pourrait, si on a fait le travail un peu vite, on pourrait le confondre avec Scutellinia macrospora, qui a des spores à peu près de la même taille, mais dont l'ornementation est différente. Hein. Les virus sont isolés et pas du tout reliés en crête comme ici. Ensuite, j'ai profité d'une des sorties de la session pour me familiariser, m'entraîner à la recherche et à la détermination de bryoparasites. Alors, qu'est-ce que sont les bryoparasites? Ce sont des champignons parasites qui infectent les tiges, les feuilles et les rhizoïdes de certaines mousses et de certaines hépatiques. Alors, il y a 3 genres au sein des Pézizales qui recèlent des bryoparasites, et à chaque fois, ils ont cette même morphologie, donc c'est des tout petits disques orangés avec une marge souvent un peu plus claire, et c'est vraiment tout petit, hein. Il faut vraiment se mettre à genoux dans les mousses, le nez dans la mousse, il faut vraiment avoir de bons yeux, c'est vraiment pas facile de les trouver. Et une fois qu'on a fini par les trouver, c'est encore difficile de les déterminer. La centaine d'espèces qui est présente, qui existe en fait, à peu près toujours cette même macro, et il faut aller regarder les spores, surtout leur ornementation qui est très discriminante pour aller à l'espèce. Donc quand on veut étudier les bryoparasites, il faut emmener le champignon, il faut le récolter délicatement, mais il faut aussi prendre beaucoup de substrat avec soi pour garder l'humidité de la récolte, hein, on veut que le champignon reste vivant, et 2, on veut emmener tous les bryophytes qui sont à proximité du bryoparasite pour essayer de trouver l'hôte. Dans certains cas, ça peut vraiment aider pour la détermination du champignon. D'ailleurs, les spécialistes qui étudient les bryoparasites sont souvent de très bons bryologues en même temps. Donc là, on a un champignon d'allure typique, hein, des petits disques d'1 millimètre de diamètre, avec une marge un peu plus claire. Et donc là, on répète l'opération, on fait une sporée et on fait une double préparation, une dans l'eau, une dans le coton. Et on voit tout de suite qu'on a des spores qui sont ici sphériques et ornementés. Et donc là, on est dans le genre Lamprospora. Donc on est là dans le groupe des Lamprospora, dont les spores forment un réseau entièrement bien formé, régulier. On a des mailles qui sont polygonales, des mailles qui sont assez lâches, hein, pour le groupe. Il y a à peu près 8 mailles par circonférence. Voilà, des polygones réguliers. Donc ça va très bien pour cette espèce, Lamprospora miniata, donc, qui est une espèce qui n'est pas strictement alpine, hein, on la retrouve aussi en plaine. C'est une espèce qui infecte de nombreuses essences de mousse et les spores sont très polymorphes. C'est pour ça que les spécialistes pensent qu'il s'agit ici d'un complexe d'espèces encore à débrouiller. Bon, moi j'ai pas été plus loin, j'ai appelé ça Lamprospora miniata, ça me va très bien. Donc il y en avait d'autres, hein. Il y avait aussi cet autre petit disque, donc là pareil, ça fait 1 millimètre de diamètre. On a une marge ici qui est beaucoup moins visible et on voit que l'hyménium est un petit peu déprimé. Donc là, pareil, on retourne au microscope, hein, on fait quand même beaucoup de microscopes chez les ESCO. On a encore une fois des spores qui sont sphériques et ornementés, donc on est encore dans un Lamprospora. Par contre, on n'est plus du tout dans le même groupe. Hein. Ici, les spores sont constitués de bourrelets en mélange avec des verrues qu'on peut voir dans les interstices des bourrelets, hein, ici, là aussi. Et donc ça, cette ornementation de spores, elle est typique pour cette espèce Lamprospora dicranellae, qui est une espèce qui est assez rare. C'est une espèce qui est typiquement alpine, ou tout du moins montagnarde, et elle est en danger dans la liste rouge des champignons d'Auvergne-Rhône-Alpes. Dieter Benkert, donc un des grands spécialistes des bryoparasites, quand il a décrit cette espèce, il pensait que l'hôte de ce champignon c'était des mousses du genre Bicranella. C'est
pour ça qu'il l'appelait comme ça. Et une dizaine d'années plus tard, alors qu'il a fait plus de récoltes et qu'il a un peu plus vu ce champignon, il s'est rétracté, il a dit qu'en fait l'autre c'est plutôt des mousses du genre Dithrychum, comme ici. Donc voilà, c'est un peu... Il faut éviter d'appeler les champignons du nom de leur hôte, des fois on peut se tromper. Il y avait un troisième bryoparasite ici, donc celui-là il est un petit peu plus gros, hein, il fait 2 mm, wow. Donc on a toujours la même morphologie, donc on repart pour faire une sporée et une micro. Et là, ce coup-ci, on n'a plus des spores sphériques et ornementés, on a des spores elliptiques et lisses. Donc là, on n'est plus dans les lamprospora, on est dans les octospora, qui est un genre voisin. Et on a des spores qui sont ici plutôt ovoïdes, avec deux grosses gutules ou une grosse gutule. Et quand les spores sont vivantes comme ici, plein de petites gutules à l'intérieur de la spore. Et donc là, en complément de la microscopie, on est content d'avoir prélevé beaucoup de substrats avec nous, parce qu'en fait, on arrive à voir l'hôte de ce champignon. C'est les 3 petites mousses qui sont en bas à gauche, là, en forme d'étoile, qui sont des polytriques. Et donc, ce champignon, c'est un parasite des polytriques qui s'appelle Octospora humosa. C'est un champignon qui est assez fréquent, et pas du tout exclusivement alpin non plus, on peut le retrouver en plaine, toujours sur les polytriques. Hein. Il parasite différentes espèces de polytriques. Voilà, Octospora humosa. À côté des bryoparasites, aussi parmi les mousses, là, on avait ce petit asco qui est en forme, on dirait un petit clou, qui fait 3 mm de haut pour 3 mm de diamètre, avec un hyménium ici qui est brun-noir, une marge qui est fine et qui est bien dessinée. On a une partie stérile qui est plutôt un peu plus pâle, un petit stipe. Et ici sur le terrain, j'ai pas du tout d'idée. Quand on n'a pas d'idée, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on fait sporer. Et du coup, on a ce genre de spores. Donc des spores qui sont assez remarquables déjà par leur dimension. Elles sont très longues, elles font 25-30 micromètres de long pour une dizaine de micromètres de large. Elles sont galines en forme de fuseau et elles sont entièrement remplies de petites gutules quand elles sont vivantes comme ici. Donc ça ne nous apporte pas grand-chose là parce que c'est assez difficile. C'est un groupe assez difficile, pas très connu. Là, toute l'équipe, on ne savait pas trop comment le déterminer. Et au final, on a pensé à un autre champignon qui a un peu les mêmes caractéristiques que celui-ci, à savoir une partie fertile noire, un stipe et des spores qui ont des allures de larmes remplies de gutules. On a passé à Sarcoleosia globosa. Alors, c'est pas Sarcoleosia globosa ici, pour plein de raisons évidentes. Globosa, il a un stipe qui fait plus de 10 mm de long. La partie fertile, elle est en forme de boule, d'où le nom globosa. Et puis les spores sont 2 fois moins larges qu'ici. En fait, là, on a bien un Sarcoleosia aussi, mais c'est un Sarcoleosia qui n'a pas encore été décrit, et que les spécialistes, pour l'instant, ont appelé provisoirement Sarcoleosia violaceo nigra. C'est un champignon qui est connu des Alpes, de Suisse, d'Italie, d'Autriche, et je crois qu'il a été récolté aussi en Écosse, ce qui ferait que c'est un champignon boréo-alpin, comme Sarcoleosia globosa. Donc là, possiblement, c'est la première récolte française de ce champignon. À noter que les Sarcoleosia font partie des géoglossomycètes, donc c'est très proche des géoglosses, des trichoglosses, etc. Et maintenant que les microglosses ne font plus partie de ce groupe, c'est le seul genre qui possède des spores hyalines dans ce groupe. Sarcoleosia violaceo nigra. Là, on a une autre espèce qui est encore une fois très insolite, qui poussait sur des débris de végétaux morts, comme à gauche, et il poussait aussi même la roche nue, là, à droite, avec la base du pied là, qui est recouverte d'un feutrage blanc qui permet d'ancrer les fructifications sur le substrat. Donc moi, sur le terrain, j'ai pensé de suite à un myxomycète, mais Béatrice Semirlec, qui m'accompagnait, m'a dit non, tu es bien en présence d'un champignon, un asco atypique. Donc si on zoome un peu,
on voit des petites fructifications qui ont un style de 4-5 mm de haut, surmontées d'une tête un peu bombée. La partie fertile ici n'est pas visible, elle est enfermée à l'intérieur de la tête, un peu à la manière des gastéromycètes. Ici, les spores sont produites à l'intérieur de la fructification, il n'y a pas de décharge active, on appelle ce type de fructification des cléistotès. Alors la partie, la membrane, hein, donc la partie somatale, la membrane qui recouvre la partie fertile, qu'on appelle le péridium, ici il est brun noir et il est délimité par une sorte de sillon annulaire ici, et là il est encore intact, ce péridium est encore intact, et à maturité, le champignon, le péridium commence à se fissurer, un peu comme l'exemplaire à droite là, pour finalement complètement se détacher, comme sur le spécimen du milieu là, et donc laisser à nous les spores qui vont pouvoir se disséminer. Donc ce champignon, on a longtemps pensé que c'était un champignon asexué, parce qu'on n'arrivait pas à mettre en évidence la présence d'asques dans ce champignon. On pensait que c'était juste un amas de conidie, hein. Et en fait, il a fallu attendre les années 2010 pour enfin visualiser que c'était bien un champignon sexué qui produit des ascospores sexués. C'est juste que les asques sont des petites capsules évanescentes qui sont difficiles à mettre en évidence, même avec du matériel de professionnel. Donc voilà, un champignon qui est assez bizarre. Les spores, les voici. Donc elles sont elliptiques, lisses et hyalines. Et du coup, on a un champignon qui fait partie du genre Edenia. Alors, le genre Edenia, c'est un genre peu connu en Europe. En Europe, il y a deux espèces de ce genre qui existent. Il y a Edenia arietina et Edenia alpina. La différence entre les deux espèces se fait au niveau de la morphologie de la tête, hein, qui est un petit peu plus grosse chez arietina, et au niveau de la taille des spores, qui est un petit peu plus grande aussi chez arietina. Et donc ici, on a Edenia arietina. Donc c'est une espèce, c'est la deuxième récolte française de cette espèce, qu'on avait déjà trouvée dans les Pyrénées françaises, mais elle est déjà connue des Alpes, hein. Il y a eu plusieurs récoltes de Suisse de ce champignon, voilà, donc un champignon vraiment pas fréquent, et typiquement alpin pour le coup. Donc pour la petite histoire, lors de la description originale de ce champignon, celui qui l'a décrit, en fait, il l'a classé dans les Onigena, d'une part parce que la morphologie, là, avec la tête et une sorte de petite tête, mais aussi parce que les premières fructifications qui ont été trouvées poussaient sur des os de bovins. Et les Onigena poussent sur des os ou des plumes, etc. En fait, là, ce champignon Edenia arietina, il pousse sur à peu près tout et n'importe quoi qu'il trouve au sol. Il pousse sur des végétaux en vie, il pousse sur des végétaux morts, il pousse sur la terre nue, des mousses, de la roche nue, des coquilles d'escargot, des os, comment on appelle ça, des dents, voilà, un peu tout et n'importe quoi. Voilà, une très grande amplitude d'écologie. Alors, c'est pas parce qu'on est en train de faire une semaine ASCO que quand il y a un basidio qui se présente, on va pas le regarder. Et voilà, à côté d'un petit ruisseau au bord de chemin, il y avait une troupe d'une vingtaine d'exemplaires ici. Donc d'un champignon avec voilà, ce chapeau qui est strié, ses couleurs et ses lames épaisses, on peut sans trop de problème aller dans le genre l'Acaria. Voilà. Donc moi, je ne suis pas féru de mycologie alpine, je ne connais pas non plus trop, mais je me souviens sur le terrain que les espèces fréquentes de l'Acaria en zone alpine, c'est l'Acaria montana et l'Acaria pumila. Mais dans mon souvenir, c'est des espèces qui sont quand même beaucoup plus avancées. Là, à chaque fois, les fructifications sont plutôt rabougries, hein, un peu tordues. Et ils me font beaucoup plus penser au l'Acaria tortilis qu'on connaît de plein. Donc je le ramène au labo et puis je fais une sporée. Et j'étudie cette sporée. On voit qu'on a des spores épineuses, donc ça veut bien confirmer à l'Acaria, on est content. On a un l'Acaria qui est bisporique, hein. On voit à gauche que toutes les basides matures là, ont systématiquement 2 stéréomètres, donc un l'Acaria bisporique, ce qui élimine Montana. Et chez les Lacaria, comme souvent, il faut juger de la morphologie parfaitement ou imparfaitement sphérique des spores pour aboutir à l'espèce. Là, on a des spores qui sont parfaitement sphériques, donc ça ne peut pas être plus grave.
et le reste de la micro confirme Tortilis. Alors moi, ça m'a désarçonné, hein, parce que Tortilis, pour moi, c'est une espèce de mycorhizienne forestière, hein, qui vient plutôt en plaine ou en moyenne montagne. Et je suis allé regarder a posteriori les bases de données. Et en fait, il y a des récoltes de Tortilis de François Armada et plus anciennement de Robert Kuhner, qui ont déjà été faites à plus de 2300 mètres d'altitude. Et donc, pas étonnant qu'on le retrouve ici, en alpage à Chamonix. Donc, c'est une espèce qui est avec une grande amplitude d'écologie. D'ailleurs, j'ai fait séquencer mon spécimen, là on a bien Tortilis, confirmation. Et à savoir que mes spores, à chaque fois quand je les ai mesurés, elles sont dans la fourchette basse pour l'espèce, hein, à environ 11 micromètres de diamètre, et elles ont une ornementation qui est constamment assez basse, et ça va bien pour la forme Clémensoni décrite par Vizini 2013, pour ce type de spore. Donc l'Acaria tortilis forme Clémensoni pour cette espèce. Alors, quand on fait un inventaire, il faut absolument s'intéresser à tous les substrats du milieu, et même sur déjections de chamois qui peuvent aussi héberger des espèces intéressantes à recenser. Et donc là, on est obligé d'aller prendre la loupe, et on a des petits disques là orangés qui font moins d'un millimètre, qui sont garnis de poils galins et bien défilés sur la marge. Ici, on a la morphologie typique d'un Lasiobolus. Donc les Lasiobolus sont des champignons qui sont strictement coprophiles, hein. Il y a plusieurs espèces dans ce genre qui sont toutes coprophiles. Le plus connu, c'est Lasiobolus sylviacus, mais c'est pas lui ici, on a une espèce proche, un peu moins fréquente et un peu plus montagnarde, qui s'appelle Lasiobolus macrotrichus. Alors on l'appelle aussi Longicetosus, ce qui signifie basiquement un poil long. Alors, c'est un champignon qui porte bien mal son nom, comme dirait René Doubou, parce que ce champignon, il peut effectivement avoir des poils très longs, mais il peut aussi avoir des poils très courts, comme ici. Et en fait, l'amplitude de variation de la longueur des poils est très grande chez cette espèce, et ça peut être déroutant dans les clés de détermination qui demandent à regarder la longueur des poils, et on peut souvent se faire avoir. René Doubou signale qu'il vaut beaucoup mieux se fier à la morphologie des spores, qui est là pour le coup typique, avec des spores qui sont elliptiques très allongées, presque cylindriques. Ça, c'est vraiment typique de l'Asiobolus macrotrichus, qui est ici. Donc, c'est une espèce qui n'est pas forcément alpine, elle est plus montagnarde. Je crois qu'on peut quand même l'avoir en plaine aussi, et puis sur d'autres substrats que le chamois. Les crottes de chamois, ça peut être aussi sur des déjections de chevreuils, par exemple. Donc là, on a une très jolie brochette de champignons, là, avec un hyménophore qui est pétant, hein, un jaune vif, entouré de poils blancs. Et on pourrait penser que le champignon, là, il a profité d'une anfractuosité de l'écorce de la branchette d'aulne vert sur laquelle il a poussé pour fructifier. En fait, c'est pas du tout le cas. Ici, le champignon, il a forcé le passage. Hein, on dit que les fructifications sont érompantes. Ça veut dire que le champignon, il perce le substrat pour venir fructifier et libérer ses spores. Donc, généralement, quand on a des petits discomycètes inoperculés avec des poils sur la marge, on est dans la famille des lacnacées. Donc là, c'est le cas. Et avec les lacnacées avec des séminophores vraiment à couleur vive, jaune comme ça, on a le choix entre les genres Lacnellula et les genres Capitotricha. Donc, pour faire un raccourci un peu simpliste, on peut Lacnellula, les espèces de Lacnellula viennent plutôt sur essence de conifères. Ici, on est sur une branchette d'aulne vert, donc on serait plutôt dans le Capitotricha, et on a ici Capitotricha bicolore. Alors, ceux qui connaissent l'espèce vont me dire, c'est une énorme banalité en zone alpine, pourquoi tu le présentes là? En fait, avec les dernières recherches de biomol, il apparaîtrait que ce n'est pas un champignon unique qui a une large écologie, qui vient sur de nombreux substrats différents. En fait, ça serait plutôt un complexe d'espèces, avec chaque espèce qui
a un habitat bien précis avec une essence qui relie à une essence bien précise. Donc le Capitotricha bicolore type, lui, il vient plutôt sur branche morte de chêne, donc en vert ici dans l'arbre. Il faudrait plutôt renommer les espèces qui viennent sur aubépine, là, en haut. Et il faudrait aussi renommer là, le champignon que je viens de montrer là, sur Agnus alunobetula, le vert, en bleu, là, dans l'arbre, qui nous intéresse. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de recombinaison de fait, il n'y a pas eu de création de nouveaux noms, mais possiblement, ce champignon ultra connu, il faudrait le renommer dans les années qui viennent. Capitotricha, pour l'instant, on continue de l'appeler Capitotricha complexe bicolore. Alors, dans le tableau, vous avez vu Capitotricha ruby, le voici, hein, c'est une autre banalité en zone alpine. Je le montre là juste parce que je le trouve plutôt joli. Il a toujours un luminophore bien jaune vif avec des poils blancs. Celui-ci, comme son nom l'indique, il pousse sur des ronces. Donc là, il poussait sur les framboisiers d'alpage. C'est une toute petite espèce. Hein. Vous avez pour l'échelle une épine de framboisier là en haut à droite. C'est des tout petits champignons qu'il faut aller regarder sous la loupe. Et ici, on a un autre petit Discomycète inoperculé poilu, là qui poussait sur adénostyles, donc des adénostyles de l'année précédente, hein, des tiges mortes. Donc là, je suis un peu désolé pour les blancs qui ont été complètement brûlés. C'est juste que ce champignon, il est tout petit, hein, il fait moins d'1 mm de diamètre. Donc le contraste n'est pas facile à mettre en évidence. C'est un champignon qui a des très 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 longs poils. Les poils sont même plus grands que le diamètre du champignon, ce qui lui confère une sorte d'allure conique quand les poils se rétractent, quand le champignon manque d'humidité. Ici, on a Trichopesizella raelicina, qui est une espèce qui vient en zone alpine, qu'on trouve assez facilement. Il faut juste passer les tiges sous la loupe. Et enfin, pour clôturer cette session de mycologie, là, c'était pas dans les alpages, c'était plutôt en revenant au camp de base. Là, il y a Philippe Pellissier qui avait été prospecté aux alentours du chalet, à 1300 mètres d'altitude, et puis il avait récolté ce plan de renoncules sur pied encore vivant, du coup, dans les entourages, et il me l'a fait voir. Donc, moi, de suite, j'ai vu que la feuille est quand même bien mal en point, avec des taches noires, hein, maculées de noir. Et donc, je m'attends à un champignon qui a été infecté par un phytoparasite. Donc, je m'attends à avoir une rouille. Je le passe sous la loupe et en fait, je vois que c'est pas du tout une rouille, c'est un petit asco, un petit Discomycète inoperculé, encore une fois, qui vient parasiter cette feuille de renoncule. Voilà, donc des petites apothéties grégaires, là, et qui forment des spores qui ont une allure assez spéciale. Elles sont formées de 2 compartiments séparés par une cloison, avec à chaque fois un des 2 compartiments qui est un peu plus grand que l'autre. Moi, je trouve qu'ils ont une forme d'empreinte de pas. C'est assez rigolo. Ce champignon, il s'appelle Leptotrochila ranunculi. Donc c'est une élociale, comme le Capitotricha et comme le Trichopesizella de tout à l'heure. Donc c'est un champignon qui est parasite spécial des espèces du genre Ranunculus, donc des renoncules. Et Philippe Pellissier, qui connaît bien ce champignon, il dit qu'il n'est pas forcément montagnard, on peut aussi le trouver en plaine. Si on cherche parmi les renoncules, dans les faces inférieures, on peut le trouver. Voilà, c'est un champignon qui est plutôt fréquent, il faut juste aller le rechercher. Donc c'est fini cette session de mycologie alpine. Là je suis un petit peu plus au cœur du mois d'octobre, donc alors que l'automne bat son plein et qu'on a plein de fructifications là, qui sortent. Je suis allé dans les forêts de feuillus sur sol calcaire de l'Oise et de région parisienne. Et je suis tombé sur cette fructification là qui fait 5 cm de haut à peu près. Avec une morphologie typique, hein, un chapeau qui est fibrileux, une silhouette qui est conique. Là, vous avez reconnu un champignon du genre Inocybé. Voilà. Donc, chez les Inocybés, outre la morphologie des spores qui est importante à regarder, ici les spores sont noduleuses, c'est l'étude du pied qui est intéressante. Ici, on a un pied qui est blanc pur, on a un pied qui ne possède aucun reste de voile, même chez les plus jeunes, là, chez l'exemplaire, ça va bien sur l'exemplaire du milieu. On a un pied qui est systématiquement bulbe-marginé. Là, tous les spécimens sont bulbe-marginés.
et on a un pied qui est finement strié longitudinalement sur l'ensemble de la longueur du pied. Donc Robert Kuhner, quand il avait travaillé sur la classification des inocibés, il y a à peu près presque 100 ans, il avait créé la section marginatée pour des espèces d'inocibes qui ont ce genre de caractéristiques. Donc, il avait même utilisé le terme de pied rayé pour qualifier le pied des fructifications. Ça se voit encore mieux là sur le lexicatum de la récolte, pied rayé. Si je montre lexicatum, c'est aussi pour montrer une autre particularité de cette espèce, c'est le fait que le basidium noircit très fortement au séchage. On voit que le spécimen sur le frais, il avait un pied bien blanc, là, il est devenu presque noir. Ça c'est quelque chose qu'il faut absolument faire quand on a des récoltes d'inocibés section marginatée. Il faut presque immédiatement les mettre à sécher pour constater un noircissement ou pas. Et si on a un noircissement effectif, on est dans le groupe d'inocibés xanthomélas. Alors, je vous ai mis ce petit tableau à gauche là pour montrer l'évolution du nombre d'espèces dans la section marginatée et dans le groupe xanthomélas en Europe. À l'époque de Robert Kuhner, c'était assez simple. Quand on avait un marginaté qui noircit au séchage, ben, voilà, on avait directement la réponse de l'inocibé xanthomélas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. On a à peu près une quinzaine d'espèces dans ce groupe. Il y a donc des mycologues comme M. Esteban Raventos, un mycologue espagnol qui a travaillé pendant plus de 20 ans sur ce groupe xanthomélas. Et avec des dizaines de récoltes et d'analyses biomoléculaires, il a réussi à mettre en évidence qu'il y a à peu près une quinzaine d'espèces dans ce groupe xanthomélas en Europe. Donc des espèces qui se différencient que par des critères très, très ténus microscopiques. Donc pour aller à l'espèce dans ce groupe, c'est vraiment rébarbatif. Hein. Il faut regarder plein de choses, notamment la taille, mesurer la taille très précisément des spores, juger de la morphologie bien formée ou pas des bosses sur les spores, compter leur nombre. Il faut regarder la morphologie, la taille et la réaction à l'ammoniaque des cystides à la fois sur la face des lames et puis sur le revêtement du bulbe. Voilà, donc c'est très très fastidieux. Et même à la fin de cette étude poussée microscopique, on a encore des doutes sur l'identification du champignon. Moi là j'avais encore un doute entre Inocibé xanthomélas et le nouvel Inocibé Vorasi, qui a été décrit de 2022, qui est vraiment un sosie, même au microscope. Donc j'ai fait séquencer mon champignon et je tombe sur Inocibé xanthomélas lui-même, voilà, qui est bien connu d'Île-de-France quand même. D'ailleurs, il a été décrit par Robert Kuhner de la forêt de Fontainebleau, donc il est bien représenté dans la région. Xanthomélas, hein, pour xantho, les teintes un peu jaunes, même si c'est moins vraiment le cas, pour le revêtement du chapeau, et mélas pour le fait que le basidium noircit au séchage ou dans la vieillesse. Donc ici, on est dans le même taillis calcaire de la forêt de l'Esfroimont, dans l'Orée du Bois, et on a ici une espèce qui est assez élancée, donc un champignon qui fait grosso modo 7 cm de haut. On a des lames libres, des lames blanches, un voile partiel en forme d'anneau, et pas de voile général, on est dans les... Voilà, on a une petite lépiote, voilà, exactement. Donc le revêtement du chapeau, il semble lisse ici, mais c'est pas le cas. En fait, il comporte des très fines petites squamules qui sont de subtiles nuances de brun rosé. Le pied, lui, il est un peu élargi à la base, un peu bulbeux, et c'est pas mal de regarder un peu plus près l'anneau, qui est bien formé, qui est membraneux, et ça se voit mieux sur cette photo-là. On a l'impression que l'anneau il est en train de remonter sur le pied, on dit que l'anneau est ascendant, et ça c'est une bonne caractéristique du genre Leucoagaricus. Donc on a un Leucoagaric ici. C'est pas le plus spectaculaire des Leucoagarics, parce que il réagit pas du tout au grattage, on peut le voir en haut à gauche, et il réagit pas non plus sous l'effet de l'ammoniac sur la cuticule. Il rougit pas, il jaunit pas, il verdit pas, il reste vraiment immuable, donc voilà, pas spectaculaire du tout. Avec toutes ces caractéristiques macro, on peut déjà avoir une idée, peut-être que René il voit de quelle espèce on parle déjà là. Chez les piottes, on peut faire un peu de micro pour augmenter un peu le nombre d'indices. Et notamment, regarder la cuticule du chapeau, hein, ce qu'on appelle le revêtement piléique, c'est très informatif. Donc c'est ce que j'ai fait ici à gauche.
on a un revêtement qu'on appelle en trichoderme, c'est-à-dire que les ifs de la cuticule sont articulés et enchevêtrés, avec le dernier article, l'article terminal, qui est beaucoup plus long que les autres, et qui est dressé perpendiculairement à la surface du chapeau, un peu comme si le champignon il avait des poils dressés sur la tête. Et là, chez cette espèce, les poils de la cuticule sont très longs, ils font souvent plus de 100 micromètres de long, et ils sont souvent aussi très larges, plus de 20 micromètres de long. Les spores sont aussi intéressantes à regarder. On a des spores qui sont ovoïdes ou un peu en amande, un peu avec l'apex un peu étiré parfois, font 8-9 micromètres de long. Et donc ça va bien pour dire que cette espèce elle fait partie de la sous-section des trichodermides et Leucoagaricus. Et on a ici Leucoagaricus sublitoralis, qui est une espèce qui est pas fréquente, hein, même plutôt rare. Peut-être, voilà, je ne sais pas si René elle est rare. On avait donné. Ouais, bon. Ah, parfait. Et donc, il y a d'autres Leucoagaricus qui font partie de cette même sous-section des trichodermies. Il y a par exemple Leucoagaricus logei, qui est même encore plus élancé que cette espèce-là, et qui se différencie surtout à macularité. On a le chapeau qui se fissure, là, qui est très excorié, donc voilà, c'est assez différent. Donc là, on est dans une parcelle, toujours sur sol calcaire de la même forêt de S-Pronon, mais dans une parcelle qui est plus dominée par le hêtre ici. Et voilà, on a une très belle espèce bien élancée. Ici, on a des basidiums qui dépassent les 10 cm de haut, bien massifs. Et on remarque d'emblée qu'on a une belle cortine sur tous les spécimens. Donc on est bien on a bien un cortinaire ici. Et on est même dans le groupe des cortinaires à bulbes marginaux. Donc si on regarde les basidiums à l'origine, eh ben, ils sont presque entièrement jaunes. Le chapeau est jaune citron, les lames sont jaunes et la cortine est jaune aussi. Et donc le voile, il reste même à la surface du bulbe à maturité, donc, voilà, en forme de plaque jaune. Le chapeau, quand il grandit, le champignon, quand il grandit, il change quand même pas mal d'aspect. Chez les spécimens adultes, les macules du chapeau se sont évanouies. Et le champignon, il a perdu ses teintes jaune citron, il est plutôt devenu un peu brun ou cuivre. Ça, c'est parce que les cellules, les pigments du revêtement du chapeau sont photosensibles, c'est-à-dire que les pigments réagissent à la lumière. J'avais fait d'autres récoltes de ce champignon où les exemplaires adultes étaient restés sous les feuilles mortes et ils avaient conservé leur teinte jaune citron. Donc là, on a une réaction à la potasse qui est brun cajou, brun purpurin sur la cuticule et gris rose sur la chair. Et on a des spores qui sont remarquables parce qu'elles sont énormes. Elles font presque 16 micromètres de long. C'est possiblement les spores parmi les plus longues du genre. Elles sont amygdaliformes. Comment on appelle ça? Elles sont grossièrement cristulées. Voilà. Donc je n'ai pas encore parlé des couleurs que prend la chair. Et là, il y a des mycologues qui ont diversement interprété ce critère. Il y en a qui séparent les espèces selon qu'on a du bleu dans la chair ou pas. Moi, j'ai suivi l'avis des Nordiques qui s'embarrassent pas. Dès qu'on a une espèce qui pousse sous hêtre avec des spores énormes et ce type de teinte, bleu ou pas dans la chair, on a Cortinarius elegantissimus. Voilà, donc une belle espèce. Moi, j'ai fait séquencer mon spécimen quand même, et j'ai 100% de correspondance avec le Cortinarius elegantissimus de la flora photographica. Donc, pas d'ambiguïté. On a d'autres espèces. Donc, c'est une espèce qui est plutôt fréquente. Hein, on la rencontre assez souvent dans les assiettes du lundi à la société, souvent avec sans teinte bleue dans la chair. Donc il y a d'autres espèces qui possèdent ce même type de couleur et du bleu dans la chair. On a par exemple Cortinarius bergeroni qui a des spores nettement plus petites, et on a aussi Cortinarius cedretorum qui pousse lui sous conifère. Donc là, on a une autre espèce, vous avez reconnu encore une fois un autre cortinaire, et on est dans le même groupe des cortinaires à bulbes marginés. Donc là, ce cortinaire, il est quand même beaucoup plus petit, hein, il fait que 5-6 cm de haut et il est bien trapu.
Macroscopiquement, c'est assez facile de le mettre dans un groupe d'une vingtaine d'espèces qu'on appelle le groupe des Calocroï, parce que il a un revêtement du chapeau qui est dans les tonalités crème, jaune, ocracé, et il a des lames bleues à lilas. Donc ça, c'était la partie facile. Après, pour déterminer l'espèce dans ce groupe, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut avoir des spécimens jeunes et en bon état pour bien apprécier les couleurs des fructifications qui se dégradent très vite à cause de l'oxydation et de la photochimie. Donc là, on a des spécimens qui sont avec un chapeau assez pâle, mais qui laissent toujours voir des teintes jaunes bien présentes sur le chapeau. Le mycélium, il est blanc, le voile, il est blanc. Et j'ai lu dans un article très intéressant de Jean-Michel Trendel que dans ce groupe des Calocroï, les espèces possèdent en plus ou moins grande quantité sur leur revêtement des composés chromogènes incolores qu'on appelle des sodanitines. Ces sodanitines, elles ont la particularité de réagir en rouge vif sous l'action de la potasse. Et c'est un caractère, donc la présence ou l'absence de sodanitine sur les différents revêtements du champignon sont très diagnostiques pour aller à l'espèce. Donc il est super important dans ce groupe des Calocroï de noter la réaction à la potasse des différents revêtements, que ce soit sur la cuticule, sur le rebord du bulbe, sur le bulbibellis en lui-même. Enfin, voilà. Et ici, cette espèce, elle réagit en rouge très vif sur la cuticule, on le voit bien en haut ici, en haut là-bas. Elle réagit aussi sur le rebord du bulbe, on le voit là. On le revoit aussi sur le rebord du bulbe tout en haut à gauche. Donc voilà, on a des sodanitines à peu près sur tous les revêtements chez cette espèce qui s'appelle Cortinarius catharinée. Donc ça, c'est un cortinaire qui est assez fréquent en Île-de-France. Moi, je le connais de plusieurs stations de forêt de hêtres calcaires en Île-de-France. Et même la littérature dit que c'est parmi les Calocroï une des espèces les plus recensées en Europe. Voilà. Donc, maintenant que j'ai présenté ce groupe des Calocroï, je vais vous présenter une espèce du même groupe qui est beaucoup plus intéressante. Ça fait 3 ans que je surveille une station prometteuse en forêt de Châtelainville, qui est une autre hêtrée calcaire d'Île-de-France. Et c'est la première année où j'arrive pile au bon moment pour avoir des fructifications en bon état, et en plus des jeunes, où j'ai pu bien observer les caractéristiques et les couleurs de la fructification. Donc ici, on a des chapeaux qui sont systématiquement beige ocracés, sans aucune teinte jaune. On a un pied qui est ocracé aussi, avec un petit peu de lilas au sommet. On a un mycélium qui est blanc et un voile qui est blanc. Et donc, celui-ci, la réaction à la potasse, c'est tout l'inverse de Cortinarius catharinée. La réaction, elle est négative partout, sur tous les revêtements. Si on n'a pas de réaction, ou si on a une réaction brune, c'est négatif. Donc voilà, on voit sur la cuticule, il y a une réaction négative. Sur le rebord du bulbe, une réaction négative aussi. Donc pas de sodanitine sur le revêtement de ce champignon. Donc là, avec les clés, on a le choix entre deux espèces assez ingrates à séparer. Cortinarius platypus et Cortinarius ocraceopalescens. Et moi, j'ai suivi l'avis de Jean-Michel Trendel. Comme j'ai des spores qui sont constamment au-dessus de 10 micromètres de long, j'ai penché plutôt pour Cortinarius ocraceopalescens. J'ai fait séquencer ma récolte et c'est bien Cortinarius ocraceopalescens. Donc c'est une espèce qui est... je ne l'avais pas trouvée dans l'inventaire de l'Essonne de René. Donc possiblement une nouvelle espèce pour le département. À savoir qu'elle avait déjà été vue de Seine-et-Marne. Donc elle n'est pas inconnue de la région, mais elle est quand même soit méconnue, soit beaucoup moins fréquente que les autres. On n'est pas loin de la fin. Donc là, on a un petit champignon qu'on appelle corticole, c'est-à-dire que sa niche écologique, c'est l'écorce moussue des arbres vivants. Donc ici, on est sur un gros tronc de chêne bien âgé, et on est à peu près à 1,50 m du sol, donc on la pile en face quand on se balade dans la forêt. On a des fructifications qui sont assez élancées pour le groupe des petites mycènes corticoles. Et on a soit des spécimens isolés, soit des spécimens fasciculés par 2 ou 3, des teintes qui sont plutôt grisâtres, un peu rougeâtres aussi sous la prune. Ce qui permet de caractériser ce champignon, c'est vraiment, il faut le goûter.
c'est-à-dire on en prélève un petit bout et on le recrache immédiatement, tellement c'est amer, c'est vraiment désagréable sous la langue. Donc ça signe cette espèce que l'ange avait appelée fort à propos Mycena felea, mais qu'il faut mieux appeler aujourd'hui Mycena erubescens. Donc voilà, qui pousse après les bonnes grosses pluies. Hein. Il faut que les substrats ici soient bien humides, donc il faut vraiment attendre les bonnes grosses pluies de fin d'automne pour voir ce champignon. Érubescence, qui dénote une autre caractéristique du champignon, c'est le fait qu'il rougit à la base du pied à la coupe chez les spécimens matures. Et voici le dernier champignon. Donc on a une espèce ici qui est assez élancée, avec une silhouette qui est assez typique. Hein. On a vraiment envie de le ranger dans les mycénas, celui-là. Et malheureusement, c'est pas un mycéna, pour plusieurs raisons. On est dans un genre proche. Alors ce qui met la puce à l'oreille, déjà sur le terrain, c'est le fait que tous les basidiomes ici sont radicants. On voit qu'il y a une sorte de petite racine là, sur l'ensemble des basidiomes. Voilà, donc c'est basidium radicant. Et en plus, les pieds des basidiomes sont systématiquement poudrés. Si on place un basidium sous la loupe ici, on voit qu'on a un pied qui est comme pubescent. Ça n'existe pas chez les mycénas. Donc ce pied est pubescent. Ça, c'est parce que microscopiquement, le revêtement du pied est constitué de cystides très longues et très effilées. Donc elles sont vraiment très longues. Elles font plus de 80 micromètres de long. Ça n'existe pas chez les mycénas. Si on fait un peu plus de microscopie, on peut étudier les spores qui sont bosselés. Ça non plus, ça n'existe pas chez les mycénas. Là, on est dans un genre proche que vous avez reconnu qui s'appelle Mycénella. Donc, ces pores sont bosselés. Là, on a l'impression qu'on a une bosse un peu plus proéminente. En fait, c'est pas une bosse, hein, c'est l'apicule de la spore. C'est l'endroit où la spore a été reliée à la baside, hein, qui est un peu proéminente. D'ailleurs, vous voyez à gauche qu'on a un Mycénella bisporique. Hein. L'ensemble des basides ici ne contient que 2 stéligmates. Donc un Mycénella bisporique. Donc les Mycénella, c'est un petit genre. Hein. Il n'y a que 4-5 espèces dans ce genre en Europe. Et pour aller les différencier, c'est le micro. Hein. Il faut aller regarder la morphologie des cystides des lames. Donc c'est ce que j'ai fait ici à droite. On a des cellules qui sont assez énormes, qui sont fusiformes avec un très très long cou. Et là, dans cette espèce, les cystides, leur apex est juste simplement un peu arrondi. Il n'y a pas de diverticule, il n'y a pas d'excroissance, il n'y a pas de petites pointes, il n'y a pas de mucron. Donc ça signe cette espèce ici qui s'appelle Mycénella bryophylla. Voilà, donc ici ça poussait au pied d'un chêne, d'un pin et d'un hêtre, donc pas du tout dans la mousse, donc un nom voilà, qui est peut-être pas bien à propos non plus. Donc c'est un champignon qui est occasionnel, mais c'est possiblement le champignon le plus fréquent du genre, Mycénella bryophylla. Donc voilà, c'est la fin du diaporama. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé.